Bienvenue dans cette salle. Attention, attention, attention. C'est l'heure de la Formule Express. Alors il va falloir faire vite. Vite, vite. Ça c'est. Allons, prêt, non, oui, vite. Gamin! Allez, viens! C'est pourri, gamin! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce dernier numéro de Retour à l'écran express, spécial film de Noël. Nous avons commencé la semaine avec un thème spécifique et chronologique. Il y a 2 jours, Max vous a ensuite parlé du Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiré avec la troupe du Splendide. Hier, c'était au tour de Thibaut d'aborder Fantôme en fête de Richard Donner avec Bill Murray. Quant à moi, je termine cette saga en abordant en détail la fabrication d'un film de Tim Burton datant de 1992 avec Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, Danny DeVito et Christopher Walken. Je veux bien sûr parler de Batman le défi, alias Batman Returns en VO. Et pour cela, je suis accompagné de 2 autres lutins de retour à l'écran, j'ai nommé Max. Salut. Et Thibaut. Salut. En deuxième partie, nous échangerons tous les 3 nos impressions sur ce film. Allez, tous dans la Batcave. Mes chers pingouins, grâce à Batman, le moment est venu de punir toute la ville de Gotham. Eh bien, je vais commencer tout d'abord par un petit pitch. Parce que ça parle de quoi, Batman le défi? Et oui, ça parle de quoi? Ça parle de Bruce Wayne, alias Batman, évidemment, qui est confronté cette fois au pingouin, une créature mi-homme, mi-animal, très intelligente. Pingouin. Et à Catwoman aussi, une femme-chat redoutable. Le pingouin, d'un côté, il est aidé par Max Schreck, un riche industriel machiavélique, qui va l'aider à se présenter en tant que maire de Gotham City, l'aider le pingouin. Mais son vrai plan, c'est de semer la terreur durant les fêtes de Noël, justement. Et Catwoman, elle, va s'allier au pingouin pour contrer Batman, leur ennemi commun. Et pourtant, sous le masque de Catwoman se cache en vérité Selina Kyle, la gentille secrétaire de Max Schreck, qui démarre une relation amoureuse avec Bruce Wayne. Et ni l'un ni l'autre ne connaissent leur véritable identité. Tintintin. Bon, alors, il s'est écoulé quand même 3 ans entre le premier Batman et cette suite, qui sort en 1992. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans? En fait, le premier Batman, il sort à l'été 89 et c'est un énorme succès. Donc, pour un budget de 35 millions de dollars, il en récolte 411 dans le monde. Si on prend en compte l'inflation, ça fait quand même 890 millions de dollars actuels. Donc, c'est une excellente affaire pour la Warner. Le studio va imaginer tourner une suite très rapidement, dès le mois de mai 90 en fait, c'est ce qu'elle aimerait. Le studio dépense 250 000 $ pour garder les décors au chaud et commande un premier scénario à Sam Hamm, le co-scénariste du premier film, qui travaille d'ailleurs avec Bob Kane et Bill Finger, les 2 co-créateurs du personnage de Batman. Et c'est censé être une suite directe aux événements du premier film. On y retrouve Vicky Vale, mais aussi Harvey Dent, le futur double face. Comme le Joker est mort, ils prennent 2 autres personnages iconiques du comics, le pingouin et Catwoman, et les mettent à la recherche d'un trésor caché. Et qu'est-ce qu'il en pense, Tim Burton? En lisant le script, Tim Burton, il n'est pas super emballé. D'ailleurs, il n'est pas vraiment fan du premier scénario non plus, du premier film. Et surtout, il profite du succès colossal de Batman pour mettre en boîte un film beaucoup plus personnel, le magnifique Édouard aux mains d'argent, qu'il tourne durant le printemps 1990. Alors pendant ce tournage, Sam Hamm écrit une 2e version, mais Tim Burton rejette cette 2e version aussi. Juste après le premier Batman, j'étais pas vraiment décidé à faire une suite. Donc je suis parti sur Édouard aux mains d'argent pour cette raison. Parce que je sentais que c'était pas forcément le type de film que je voulais faire. Mais après avoir fait Édouard aux mains d'argent, je me suis dit que les personnages comme Catwoman, le pingouin, Batman, tout ça, c'était peut-être intéressant d'y revenir. Il y avait des choses que j'aimais bien encore à l'intérieur, que j'aimais beaucoup. Je n'appelle pas ça vraiment une séquelle, une suite. C'est plutôt un chapitre ou un épisode. La Warner, elle va réussir à l'amadouer en lui donnant un maximum de liberté pour qu'il puisse faire du pur Tim Burton, comme ils disent. Alors Burton propose au scénariste Daniel Waters de reprendre le projet. Alors Daniel Waters, lui, c'est le scénariste de Fatal Games. C'est un film pop corrosif avec Winona Ryder et Christian Slater. Et les 2 hommes se connaissent bien puisqu'ils essayent d'écrire ensemble une suite à Beetlejuice. Alors la Warner, de son côté, leur impose tout de même 2 choses. De conserver le pingouin comme méchant et aussi de présenter un jeune Robin dans le film. Tim Burton et Daniel Waters sont plus emballés par Catwoman que par le pingouin et surtout par Robin. Mais bon, ils prennent en compte les demandes du studio et se mettent à écrire.
Ça devient vraiment un film à part, un film nettement plus sombre. Il se débarrasse de Vicky Vale et aussi de Harvey Dent, donc bye bye Kim Basinger et bye bye Billy Dee Williams qui jouait dans le premier film. Donc il conserve rien du scénario de Samam. Si, il conserve quand même quelques éléments du scénario de départ, comme l'alliance entre le Pingouin et Catwoman, et quelques séquences clés, notamment celle qui implique un Batboat, le véhicule de Batman qui peut aller dans l'eau, quoi. Mais ils auront vraiment du mal avec le Pingouin. Ils pensent que c'est un des vilains les plus bizarres de la BD. C'est vrai qu'il n'a pas l'air très méchant. Il a l'air un peu plus marrant, en fait. Et surtout, pour eux, il n'est pas assez développé au niveau psychologique. Ouais. Alors, ils décident donc de repenser totalement le personnage. Maintenant, il s'appelle Oswald Cobblepot. Il a été abandonné par ses parents. Il est élevé par des pingouins et vit à présent dans les égouts. Et c'est une figure tragique, difforme, sale, mais avec un esprit brillant. Et justement, c'est ça le projet du film. 3 personnages abîmés par la vie, des marginaux, tous névrosés, et d'une manière ou d'une autre, ils sont liés ou ils se ressemblent. D'un côté, on a un Bruce Wayne qui est torturé, qui a perdu ses parents, qui cherche une vengeance et la justice. De l'autre côté, on a le Pingouin qui a un énorme besoin d'être aimé, qui cherche la reconnaissance, qui veut devenir une sorte de leader. Et enfin, on a une Selina Kyle qui est très discrète, qui a accumulé pas mal de frustration avec les hommes, et qui est même tuée par son boss, Max Schreck, et qui revient littéralement à la vie pour se camoufler dans la combi très sexy et très fétiche de Catwoman. C'est un personnage qui est ni gentil ni méchant, elle est plutôt ambiguë, quoi. Les thématiques de Batman tournent autour des gens qui sont abîmés, des gens qui sont bien au fond, mais qui sont perçus comme mauvais de temps en temps. Je veux dire que tous les personnages ont une sorte de dualité en général. Et pour moi, c'est totalement inhérent au matériau de base du comics Batman. Au cœur de tout bon personnage, il y a un côté yin et yang, lumineux et sombre. Vous voyez ? 2 faces d'une même pièce. Et vous cherchez ces connexions. En tout cas, c'est ce que j'ai fait car cela devient plus personnel. Je veux dire, regardez les gens. Ceux qui sont adversaires portent des similitudes en eux. Autrement, ils s'en ficheraient. Alors Daniel Waters, il imagine un mania des affaires maléfique, Max Schreck, qui soutient le Pingouin dans sa candidature à la mairie de Gotham. Max Schreck, c'est le nom du comédien qui joue le comte Orlok dans Nosferatu de Murnau, non ? Ouais, c'est ça, oui. C'est d'ailleurs, il y a plein de clins d'œil aux vieux films en noir et blanc qu'affectionne Burton, Le Fantôme de l'Opéra, Londres après minuit, Citizen Kane, Le cabinet du docteur Caligari, j'en reparlerai tout à l'heure. Et alors ici, Max Schreck, ce n'est pas un vampire, mais c'est un riche industriel. C'est un peu tout du pareil au même dans le langage Tim Burton. Il est manipulateur, il est sournois, il détient le grand magasin Schreck. Et son assistante, c'est justement Selina Kyle. Mais même s'il est un peu moins présent que le Pingouin dans le film, c'est au fond le vrai méchant du film. Daniel Waters le dit lui-même, avec ce personnage, il cherche à montrer que les vrais méchants de notre monde ne portent pas nécessairement de costume. À ce stade de l'écriture, Schreck est le frère de Oswald Cobblepot. C'est lui qui a été choyé par ses parents au détriment d'Oswald. Et enfin, dans le film, dans le scénario en tout cas, on découvre Robin, qui est un jeune mécanicien afro-américain qui aide ponctuellement Batman. Et est-ce que ce scénario est enfin validé ? Eh ben non, pas tout à fait. L'écriture est même fastidieuse, elle prend en tout 2 ans. Daniel Waters livre 5 versions et même avant la toute fin, juste avant le tournage, on contacte un 3e scénariste à la hâte pour muscler un peu le plan machiavélique du Pingouin qui est jugé pour l'instant un peu fade. Et c'est donc Wesley Strick, le scénariste d'Arachnophobia, de Cape Fear et de Sans chaud pour meurtre de sang-froid, qui s'y colle. Il va renforcer la violence et la noirceur du film qui était déjà bien présente et fait une grosse passe sur les dialogues. Mais surtout, il se rend compte que le scénario est bien trop riche pour un film de 2 heures, il y a déjà trop de personnages, on est bien avant les films Marvel, et il faut simplifier les choses. Donc il supprime les liens de parenté entre Max Schreck et Cobblepot, justement. Il vire surtout Robin, parce que tout le monde, de toute façon, pense faire 3 ou 4 films de la saga, et ils se disent qu'ils pourront toujours introduire ce personnage beaucoup plus tard, ce qui arrange bien Tim Burton au fond. Eh bien, advienne que pourra. Joyeux Noël, monsieur Wayne. Joyeux Noël, Alfred. Bon, on en revient à la thématique du jour. Pourquoi ce film se passe à Noël ? Alors, il y a déjà plusieurs raisons. En fait, déjà, ça permet de se démarquer visuellement du premier. C'était vraiment un souhait de Tim Burton, d'aller plus loin encore dans le conte. N'oublions pas qu'il sort du tournage de Édouard aux Mains d'Argent. Donc, c'est là où on a dans les décors les enluminures, la neige au sol, l'atmosphère, etc. Et les films de Tim Burton se déroulent souvent pendant cette période de Noël, au moins à cette période-là de sa carrière. On pense au final d'Édouard aux Mains d'Argent, donc comme je viens de dire, mais aussi à l'étrange Noël de Monsieur Jack, etc. Et ça permet aussi de bien mettre en avant l'importance du magasin Schreck à cause des cadeaux, etc. Et donc on peut même y voir un parallèle à faire avec l'énorme merchandising autour du premier Batman que Tim Burton essaie d'épingler.
Tim Burton lui-même dit toujours qu'il a toujours eu un peu de mal avec Noël. Il n'est pas du tout sensible au mercantilisme qui tourne autour de cette fête. Et quand il était gamin, durant le réveillon, il préférait même lire des livres d'épouvante ou fabriquer des monstres en pâte à modeler. Enfin, la période de Noël avec les enfants qui jouent, les familles qui profitent des fêtes, tout ça, ça accentue le manque d'Oswald, tout ce qu'il n'a jamais eu. Donc ça favorise un peu l'empathie vers le personnage. Je ne suis pas né dans les égouts, vois-tu. Moi, je viens de... comme toi. Et comme toi, je veux qu'on me respecte, qu'on me reconnaisse la nature d'être humain. Mais plus que tout, je veux savoir qui je suis comme homme, apprendre qui sont mes parents, savoir enfin le nom que je porte. De simples détails qui, pour les braves gens de Gotham, ont l'air d'aller de soi. Évidemment, Michael Keaton est de retour. Lui, il arrive, il est beaucoup plus détendu que sur le premier film. Il faut dire qu'il a eu un gros cachet aussi, 11 millions de dollars à l'époque, de quoi être bien détendu. Et il est toujours accompagné de Michael Gough, qui incarne encore une fois Alfred, le majordome, old fashion de Bruce Wayne. Et pour le pingouin, donc c'est Danny DeVito qui sera finalement choisi, mais est-ce que c'était le premier choix de Burton ? Eh ben non, Burton verrait plutôt Dustin Hoffman dans le rôle. Mais Dustin Hoffman décline l'offre, probablement que ça s'accommode mal, l'univers des deux hommes s'accommode mal, je pense. D'autres noms sont avancés, on parle de Marlon Brando, de Bob Hoskins, Phil Collins, Joe Pesci. Mais finalement, c'est effectivement Danny DeVito qui est retenu. Danny DeVito, qui a eu plusieurs succès à la poursuite du diamant vert, le diamant du Nil, il a même lui-même réalisé des films comme Balance ma main hors du train, etc. C'est quand même déjà une figure assez connue. Et il possède l'humour noir idéal pour incarner ce personnage très éloigné du pingouin de la série télé des années 60, qui était joué par Burgess Meredith, le fameux Mickey de Rocky. Et d'ailleurs, Burgess Meredith est sollicité pour jouer le père de Cobblepot au début du film, mais comme il est trop malade à ce moment-là de sa vie, il doit malheureusement refuser. Et donc c'est Paul Rubens, Pee Wee Herman, qui joue finalement le rôle. Je suis Catwoman. Écoutez-moi rugir. Pour Catwoman, j'imagine qu'il y avait beaucoup de candidates pressenties. Ah oui, pas mal de candidates. Alors, surtout, par exemple, Sean Young, la Rachel de Blade Runner, elle veut tellement jouer le rôle de Catwoman qu'elle vient auditionner en costume de chat, mais elle n'est pas retenue. D'ailleurs, même c'était un peu contre-productif, visiblement. Et d'ailleurs, c'est un mauvais karma entre Sean Young et Batman, puisqu'elle avait déjà été choisie pour incarner Vicky Vale à la place de Kim Basinger dans le premier, mais elle se casse la clavicule pendant le tournage, et donc elle doit finalement céder sa place à la jolie Kim. Donc Madonna, Cher, Demi Moore sont intéressés, mais c'est finalement Annette Bening qui est retenue pour incarner Catwoman. Des essais costumes sont faits, mais quelques semaines après, coup de théâtre, elle tombe enceinte de Warren Beatty. Elle doit donc abandonner le projet et c'est reparti pour un tour. Donc on envisage Meryl Streep, Brooke Shields, Gina Davis, Susan Sarandon, Jodie Foster, mais c'est finalement Michelle Pfeiffer, la star des années 80, qui a joué dans Scarface, Les Sorcières d'Eastwick, tout ça, qui a été envisagée d'ailleurs pour jouer elle aussi Vicky Vale, et qui est retenue pour le rôle de Catwoman et empoche au passage 3 millions de dollars. Il y a avec nous ce soir un homme que je n'ai pas besoin de vous présenter, car il a tant donné à notre ville. Voulez-vous bien accueillir le vrai Père Noël de Gotham, Max Schreck? On vous dit un Père Noël? Eh bien non. Seulement un pauvre schnock, mais vénard. Et ne comptez pas que je mette la main à la poche. Mon seul souhait, ce serait de faire don d'autre chose que de babioles de luxe. J'aimerais vous faire 2 cadeaux, la paix mondiale et sans aucune entrave, l'amour. Et pour Max Schreck ? Eh ben, Tim Burton verrait bien David Bowie en Max Schreck, mais le chanteur décline pour rejoindre David Lynch sur le tournage de Twin Peaks Fire Walk With Me. Ah, je l'adore celui-là aussi. La directrice de casting, alors Mario Dougherty, propose Christopher Walken, et au début Tim Burton refuse car il est totalement tétanisé par le comédien. C'est vrai qu'il est un peu impressionnant, mais justement Dougherty lui dit que c'est une bonne raison pour le prendre pour ce rôle. Donc Tim Burton accepte de rencontrer Walken et finalement il lui donne le rôle. Ils s'entendent super bien finalement et Burton le rappellera même pour jouer dans Sleepy Hollow. À noter aussi que Marlon Wayans, le frère de Damon, qu'on verra plus tard dans les Scary Movie, est retenu pour jouer justement Robin. Il signe même pour la suite, fait des essais costumes, mais comme son personnage disparaît du scénario, il tire sa révérence. Les costumes sont quand même une partie importante du film, tu peux nous en parler ? Alors, Bob Ringwood, c'est le chef costumier du premier film, lui il rempile. Il s'entoure cette fois de Mary Vaughn, qui n'a pas travaillé sur le premier Batman, mais qui a fait les costumes de 2 films dont on a déjà parlé dans notre débat sur les buddy movies,
étroite surveillance et la manière forte. Tout est lié. Tout est lié, on vous dit. Alors déjà, il renouvelle le design du costume de Batman, il modifie légèrement la palette de couleurs, il se débarrasse de la musculature, il simplifie le design général du costume avec un rendu plus sculptural qui est inspiré par les objets art déco du début du XXe. Et il y a même un petit ajout pratique sur le costume, spécifiquement demandé par Michael Keaton, parce que comme il en avait un peu souffert durant le premier épisode, Keaton demande une fermeture éclair sur le costume pour les pauses pipi. Alors, au final, 30 costumes de rechange sont fabriqués et chaque combinaison en latex pèse quand même 25 kilos. Alors, monsieur Pingouin? Un pingouin, ça n'a pas d'aile et ça ne vole pas. Je suis un homme. Et j'ai un nom, moi. Oswald Cobblepot. Et pour le pingouin? Alors Tim Burton fait quelques croquis pour définir comment il le voit. Et c'est l'équipe de Stan Winston, qui a bossé sur Terminator, Alien, Predator, qui va s'en inspirer pour créer le maquillage. Il conserve la plupart des caractéristiques du visage de Danny DeVito, mais ils ajoutent un nez très allongé, ils modifient les arcades, le front, et ils lui mettent des fausses dents. Ses dents-là sont acérées, crado, tout ça. Et pour tout ça, il faut 3 heures de maquillage par jour. Le costume, lui, est inspiré par celui du Dr Caligari, le fameux film muet dont je parlais tout à l'heure, et il pèse 50 kg avec pas mal de silicone à l'intérieur. C'est inconfortable évidemment, mais DeVito va l'utiliser justement dans son jeu. Miaou. On peut pas passer à côté. Parle-nous du costume mythique de Catwoman. Ah, ce costume est vraiment mythique, effectivement, ouais. Dans le film, Selina Kyle fabrique son costume à partir d'un imperméable noir. Encore une fois, Tim Burton fait un croquis qui ressemble à un chat en peluche avec des coutures qui sont abîmées, comme ça. Et les costumiers s'en inspirent et inventent donc ce costume en latex noir très moulant avec un corset très serré. Alors d'ailleurs, la forme a été spécifiquement créée sur un moule du corps de Michelle Pfeiffer pour qu'elle épouse le plus possible sa silhouette. Donc il existe donc quelque part à Hollywood un moule du corps de Michelle Pfeiffer, les gars. Cool. Ce sera peut-être un jour mis aux enchères. Probablement. Bref, c'est tellement serré que Michelle Pfeiffer doit être recouverte de talc pour se glisser dans le costume. Pour évoquer la queue d'un chat, le personnage a aussi un fouet qui mesure plus de 3 mètres. Michelle Pfeiffer s'entraîne au maniement de ce fouet pendant 3 mois et s'amuse bien avec cet instrument qui est très sexualisé d'ailleurs dans le film. Le rôle est vraiment physique pour elle. Elle doit d'ailleurs faire 2 heures de kickboxing par jour pendant 6 mois pour certaines chorégraphies qu'elle doit en plus faire avec des talons hauts. Au final, les costumiers vont fabriquer 60 répliques du costume qui coûtent $1000 pièce. J'aime cette texture brillante sur elle. Alors avec le département costume, c'était vraiment important pour nous de trouver la bonne texture. Avec Bob, on a passé en revue beaucoup de textures pour trouver la bonne brillance. J'aime beaucoup l'idée de la couture car pour moi c'était comme visualiser le patchwork d'une personne. La personnalité de quelqu'un qui était mentalement fragmenté et qui était ainsi combiné. Avec les coutures et tout ça. Et plus le film avance et plus le costume se défait. Et donc j'essaye toujours d'utiliser les costumes et le décor comme quelque chose qui vient du personnage. Après les costumes, qui est en charge des décors? Alors le célèbre décorateur Anton Furst, qui a été oscarisé pour le premier Batman, le travail était gigantesque, aurait aimé retravailler sur cette suite, mais il est sous contrat avec la Columbia pour le film L'Éveil. D'ailleurs, il va mourir juste un tout petit peu après. Il est donc remplacé par le décorateur de Beetlejuice et Édouard aux mains d'argent, Bo Welch. Alors Bo Welch, lui, il part sur une Gotham City différente, plus extravagante, animée. Il va mélanger des inspirations internationales, l'architecture russe avec les immenses sculptures, l'architecture de la République de Weimar dans les années 20, l'expressionnisme allemand, le néoclassicisme, etc. Et la construction de tout ça va démarrer en juin 91. Et Bo Welch, lui, il voit grand. Donc il va s'inspirer du complexe commercial Rockefeller Center à New York pour faire une grande place centrale de Gotham, qui est construite sur le plateau 16 de la Warner. C'est un des plateaux les plus grands du monde, 20 mètres de haut, qui a accueilli des films comme SOS Fantôme, Firefox ou Tonnerre de Feu, dont tu as déjà parlé, Max, dans un express. Il continue aussi sur la lancée, il va faire aussi créer l'immense repère du pingouin avec de l'eau partout, qui est construit sur le plateau 12 de la Universal par contre. La grande maison des parents du pingouin, la grande salle de conférence de Shrek. Au total, Gotham City mobilise plus de la moitié des plateaux de la Warner.
Et au rayon nouveautés, les accessoires et les véhicules sont aussi actualisés. On a une nouvelle Batmobile, on a un nouveau Batarang, et à la place de la Batwing, on a cette fois donc un Batboat dont je parlais tout à l'heure. Mes chers pingouins, nous voilà au seuil d'un grand événement. C'est normal que vous ayez peur. Beaucoup d'entre vous ne reviendront pas. Grâce à Batman, le moment est venu de punir tous les enfants de Dieu. Les aînés, les cadets, les 3e et 4e rejetons. Et pourquoi pas être partial? Mâle et femelle. Merde! Il y a égalité des sexes une fois les zones érogènes explosant aux 4 vents! Donc tout est prêt pour le tournage? Et oui, tout est prêt pour le tournage. Le film bénéficie d'un budget de 65 millions de dollars, plus 15 millions pour la promo, ce qui nous fait une somme rondelette de 80 millions. Et Tim Burton choisit de retravailler avec Stefan Zapsky, qui vient de faire la photo d'Edouard aux mains d'argent, justement. Et le tournage va s'étaler du 3 septembre 91 au 20 février 92. Ça fait 6 mois, c'est extrêmement long. Ah ouais. Et le tournage a eu lieu dans le plus grand secret. Mais tout se passe bien, il y a une bonne synergie, même s'il y a énormément de difficultés, beaucoup de décors, beaucoup de costumes, des enfants, des animaux, tout ça, ça fait beaucoup. Danny DeVito, lui, reste totalement immergé dans son rôle, même entre les scènes. Et même si derrière le maquillage, il s'éclate, personne ne lui parle sur le plateau. Il fait peur à tout le monde quand il est déguisé, quoi. D'ailleurs, il y a un moment, il y a un singe qui doit apporter un message écrit au pingouin, mais le singe est totalement terrifié par DeVito, il grimace, il bouge pas, et il faut pas mal de patience à toute l'équipe pour amadouer le singe et terminer la scène. De son côté, Michelle Pfeiffer endure le costume, c'est le cas de le dire, de Catwoman, parfois pendant 14 heures d'affilée. Le premier jour où je l'ai mis, j'ai pensé impossible de marcher, impossible de respirer, d'entendre. Je peux pas jouer comme ça. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai mis longtemps à m'y habituer. Mais elle dépasse toutes ces difficultés et comme Danny DeVito, elle s'amuse avec tout ce que permet un personnage comme ça. Et elle livre d'ailleurs une performance qui ravit totalement Tim Burton et je pense toute la planète. Oui. Michelle Pfeiffer's Catwoman was fantastic. Michelle Pfeiffer en Catwoman était fantastique. Vraiment, elle était juste géniale. Vous savez, après l'avoir castée, je ne pouvais plus imaginer quelqu'un d'autre dans le rôle. Je l'ai trouvée très impressionnante car elle faisait des choses qui étaient bien au-delà du simple jeu d'acteur. Et elle devait s'insérer dans le costume. Elle était vraiment comme mise sous vide. Elle était vraiment top. Elle devait aussi jouer du fouet, sautiller sur des toits en talons hauts. Non, vraiment, elle était stupéfiante. Tout se passe bien au niveau du décor, mais le point le plus compliqué, en fait, c'est de recréer une température hivernale pour qu'on voit la buée sortir de la bouche des gens. On est un peu encore avant les périodes de CGI, maintenant on le fait avec des images de synthèse, tout ça. Et donc, même si dehors c'est l'été indien, les plateaux sont maintenus entre 5 et 10 degrés. Cette basse température est aussi impérative pour que les pingouins, les animaux qu'on voit aussi dans le film, se sentent bien. Il y a une scène marquante avec les pingouins, là, tu nous en parles ? Ouais, et pour l'armée de pingouins, la production fait venir d'Angleterre 12 manchots royaux qui vont voyager en avion dans une soute réfrigérée qui voyage jusqu'à Los Angeles et qui rejoignent d'autres manchots, eux, à pieds noirs. Apparemment, c'est 2 variétés différentes, quoi. Donc, tout ce petit monde a droit à une remorque réfrigérée, une piscine avec 500 kg de glace fraîche chaque jour, du poisson frais livré tous les jours et même des gardes du corps. Les 12 manchots royaux se sont sentis super bien. Certains se sont accouplés même et ont pondu des œufs. Tranquille, quoi. En échange, pendant 4 semaines, ils ont été habitués à porter des missiles et des casques sur le dos. Peu cher. Ouais, les pauvres. Ouais. Et entraînés à répondre à un sifflement. Et quand ils font ce qu'on attend d'eux, ils reçoivent un poisson. Au milieu de cette armée, il y a parfois des hommes déguisés en pingouins, pour certains plans en fait, et aussi 30 faux pingouins animatroniques de chez Stan Winston pour les mouvements impossibles. Le travail est si réaliste que même les gens de l'équipe se trompent entre les vrais et les faux. Je voulais rajouter quelque chose par rapport aux effets spéciaux. Quand ils ont fait les pingouins, je me rappelle avoir lu qu'en fait ils avaient essayé de recréer les plumes sur les pingouins, mais que le résultat était pas terrible. Du coup, ils avaient fini par faire de faire plus quelque chose qui ressemblait à des poils. Ah ouais, ok. Ouais, pour le rendu final. Ouais. Pour le rendu final, ouais. Et enfin,
pour quelques plans larges, des centaines de pingouins sont recréés en images de synthèse. On est en 92 et Batman le Défi est un des premiers, sinon le premier, à utiliser des CGI pour répliquer des animaux existants. Pour faciliter les choses, la même technique est utilisée pour les chauves-souris qui volent dans le générique de début et aussi une séquence où elles sortent d'un arbre de Noël. Alors il y a aussi quelques autres effets CGI dans le film, comme le bouclier de la Batmobile, un plan avec la Batarang télécommandée. Et parallèlement, la société Boss Film, dont on a déjà parlé sur l'aventure intérieure, travaille sur de nombreuses maquettes et des compositings. On pense au manoir des parents de Cobblepot au début, au manoir de Bruce Wayne, au plan large de Gotham, au Batbot dans le tunnel et à certains plans de la Batmobile. Je pense que les décors et les maquettes aident beaucoup les acteurs. Vous pouvez les voir, les toucher. Et encore une fois, dans ce type de film fantaisiste, je pense que ça aide, toujours. Donc là, tu nous as parlé des effets spéciaux, mais la post-prod, ça se passe comment ? Écoute, a priori, ça se passe plutôt bien. Alors, ils sont juste pressés par le temps, parce que le tournage s'arrête le 20 février, comme je l'ai dit, mais la sortie du film est programmée pour le 19 juin, ce qui laisse 4 petits mois pour travailler, c'est quand même très très court. Et Tim Burton est d'ailleurs très occupé par le film, et donc laisse Henry Selick réaliser l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et au montage, c'est Chris Lebenson, le monteur de Tony Scott, dont on avait déjà parlé dans nos grands formats consacrés au Dernier Samaritain et à Wolfen, qui s'y colle. C'est sa première collaboration avec Burton, mais les deux hommes s'entendent à merveille et ils vont poursuivre leur travail sur de nombreux films derrière. Et alors, petite anecdote, sur le dernier plan du film, le bat-signal, normalement, devait clignoter à cause de l'électrocution de Max Schreck par Selina, pardon pour le spoiler, et qui va perturber l'alimentation électrique de la ville. Mais à quelques semaines de la sortie, Tim Burton a une autre idée. Il choisit finalement de terminer le film en montrant une Catwoman qui a survécu, les fameuses 9 vies des chats, et qui regarde le bat-signal projeté sur un ciel enneigé. Branle-bas de combat, le plan est tourné en quelques jours, et la Catwoman que l'on voit de dos n'est pas Michelle Pfeiffer, qui est retenue sur le tournage du Temps de l'innocence de Martin Scorsese, mais en fait une doublure animatronique très réaliste de Stan Winston. C'est pas vrai. Ouais, c'est incroyable. Et ce plan long, complexe, est composé de multiples passes avec des maquettes, des matte paintings, des particules de neige et tourné donc en quelques jours. Et coûte la bagatelle de $250 000, le plan. À la musique, évidemment, Burton retrouve le génialissime Danny Elfman qui a déjà signé les scores de Beetlejuice, Édouard Romain d'Argent et du premier Batman. Et rappelons qu'au passage, il a signé aussi le score de Phantom en Fête dont vous parlez Tib hier. C'est ça. Pour Elfman, la BO de Batman le Défi se situe entre la musique de film et l'opéra. D'ailleurs, on peut sentir aussi des influences de Wagner et de Strauss. Chacun des 3 personnages a un thème qui lui est propre, tout est intense et il y a beaucoup de grandes séquences. C'est un gros morceau de 95 minutes, c'est à peu près 2 fois plus qu'un film standard. Et ces BO, ces 2 Batman de Danny Elfman sont vraiment parmi les plus belles choses qu'il ait jamais fait, quoi. Au niveau de la bande-son, en signalant aussi que c'est le premier film réalisé en Dolby SRD qui sera rapidement renommé en Dolby Digital, 1 an avant le DTS qu'on entendra dans Jurassic Park. En découvrant le résultat, la Warner déchante, parce que le film n'est pas vraiment orienté pour les enfants et compromet même le merchandising avec ses créatures sales ou hyper sexualisées, quoi. Mais malgré tout, le film marche bien au box-office, il se classe 6e au box-office mondial avec $266 millions. Avec l'inflation, ça ferait $500 millions aujourd'hui. C'est beaucoup, mais la Warner est un peu déçue. Elle va remplacer Tim Burton par Joel Schumacher, le réalisateur tout-terrain maison, qui va livrer de suite Débilo Disco, il faut bien le dire. D'ailleurs, Michael Keaton, qui doit normalement jouer dans le 3e film, ne s'entend pas avec Schumacher et va abandonner le projet au profit de Val Kilmer. Enfin, le film est nommé aux Oscars des effets spéciaux et des meilleurs maquillages, mais perd respectivement face à La mort vous va si bien de Robert Zemeckis et au Dracula de Coppola. Ça peut être mortel de manger du gui. Mais un baiser, ça peut être mortel aussi si on aimait son cœur. Vous êtes le 2e homme qui m'est tué cette semaine, mais il me reste encore 7 vies à vivre. J'ai tenté de vous sauver. Il me semble que chaque femme que vous tentez de sauver finit par mourir, ou par vous en garder rancune. C'est peut-être l'heure de la retraite. Alors là, les gars, parlez-moi de votre découverte de ce film. Alors, moi, je crois que, en fait, je l'ai vu, j'avais raté le premier, mais celui-là, je l'ai vu au cinéma. J'étais allé le voir au cinéma à Grenoble.
Ça avait été, moi je me suis régalé. De toute façon, j'étais un fan j'étais quand même à l'époque un fan de super-héros. Je le suis beaucoup moins maintenant, avec le battage qu'on a eu dans la tronche. Mais j'avoue qu'à l'époque, ça me plaisait quand même bien, surtout ceux de Burton. Voilà. J'avais complètement fondu sur Michel Pfeiffer, évidemment. Et j'adore De Vito qui a le costume, il est dégueulasse, il est crados, il fait méchant, il est en train de bouffer ses poissons là, c'est dégueulasse, c'est trop bon. Voilà, les méchants, c'est vraiment crade, c'est noir, voilà, ça fait partie des exceptions. Je trouve presque le 2 meilleur que le premier. Comme ça arrive de temps en temps, mais voilà, vraiment, je suis complètement fan de ce film. Ouais, pareil. Ouais, je crois qu'on l'a vu, je suis même sûr, on l'a vu ensemble en salle en 92, donc. Oui, en juillet 92. Et moi, j'avais pas du tout aimé. Autant j'avais beaucoup aimé le premier Batman qu'on avait vu aussi ensemble en 89, en septembre 89, le 13 septembre 89 d'ailleurs. Tout à fait. Et donc on avait vu celui-ci ensemble aussi. Et moi, j'avais pas du tout aimé parce que j'avais trouvé ce film, voilà, justement sombre et dégueulasse, enfin d'un aspect dégueulasse. J'étais pas du tout rentré dedans. On l'avait vu en VF et la voix de Vito m'avait stressé. J'avais il y a plein de choses qui m'avaient pas plu. En fait, voilà, je m'attendais pas à ça. C'est vrai que le film est beaucoup plus sombre. Les personnages secondaires, j'avais pas du tout été séduit dans tous les sens du terme par le personnage de Catwoman. J'ai pas été séduit par le personnage, bien au contraire. C'est un vrai repoussoir pour moi, celui de Vito. Et en fait, je suis ressorti de là absolument atterré par ce que j'avais vu, parce que j'avais pas trouvé en plus, j'avais trouvé le film très long, très ennuyeux, et donc je suis resté très longtemps sur cette impression-là. Pendant beaucoup d'années, je l'ai pas revu, j'ai pas eu envie de le voir. Alors, après, j'ai vu les autres qui ont suivi les deux Schumacher, qui sont absolument des purges absolues. Ouais. Donc j'ai quand même voulu redonner une chance à ce Burton-là. Donc, mais j'ai dû retenter ma chance, je sais pas, plus de 10 ans, presque 15 ans plus tard. Et mon impression de base a pas changé en fait. C'est un film que je n'aime pas. Voilà, je vais être très clair, c'est un film que j'aime pas. Pour les mêmes raisons, je trouve que c'est un film sombre, c'est un film sale, c'est un film je déteste la photographie de ce film. Je lui trouve un côté cheap. Je lui trouve voilà, je trouve, enfin tout me repousse. Enfin tout est repoussant pour moi dans ce film. Et donc voilà, c'est un film que je ne regarde absolument. Enfin, j'ai dû le voir 2-3 fois grand maxi. Et c'est un film que j'ai pas forcément envie de revoir. Et voilà, si je revois de cette période-là des Batman, des 4 Batman, il y en a qu'un seul que je revois avec plaisir. Les autres, c'est pas la peine. Voilà. Ah ouais, ok, ouais. Non, moi, en fait, c'est normal que tu aies aussi cette sensation-là, parce que c'est vrai que le film, même pour l'avoir revu là récemment, je trouve qu'il a une configuration un peu de film d'horreur en fait. Il a un truc vraiment très complet, très repoussant, etc. Très malsain, plein de sous-textes sexuels, plein de névroses, etc. C'est tout. Enfin, c'est ça le film, c'est ça le projet du film. C'est pour ça que je l'avais un peu résumé comme ça au tout début là, du focus. Mais parce que le film c'est ça. Après, je reconnais qu'il y a quelques petites choses qui déconnent un petit peu. D'ailleurs, l'histoire, j'ai galéré pour écrire le pitch parce que en fait l'histoire elle est pas facile à résumer. Parce que c'est pas une histoire, une intrigue classique en fait. Comme tout est un peu imbriqué, on est vraiment sur un autre créneau quoi. Et c'est vrai que je l'ai pas montré à mes enfants et je regrette pas parce que je sais pas comment ils le recevraient en fait, parce qu'il est un peu spécial quoi. Mais moi je trouve que voilà, pour le personnage de Catwoman qui bouffe tous les autres, et puis même pour le pingouin, si on comprend le principe voilà de ce personnage un peu shakespearien machin, etc. Je trouve que c'est vraiment moi je kiffe quoi. À la limite c'est peut-être presque Batman qui est un peu plus, pas forcément en retrait, il est comme le dit Burton, il est présent comme il faut, ni plus ni moins.
Mais c'est vrai que c'est plutôt les deux méchants qui sont plus mis en avant. Tout à fait. C'est tellement blindé de séquences que je trouve super. Toutes les séquences avec Catwoman, je les trouve super. Toutes les séquences avec Michelle Pfeiffer, je les trouve géniales. Je la trouve mais vraiment génialissime dans le rôle. J'ai halluciné même de voir toutes les subtilités qu'elle y amène, les variations de jeu et tout ça. Même il y a une séquence qui se passe dans un bal masqué qui est vachement chouette en fait, parce que justement tout le monde est masqué sauf justement Selina Kyle et voilà, sauf eux deux. Donc il y a tout un commentaire là-dessus. Et toute la séquence, la manière dont elle le joue, Pfeiffer, quand elle découvre que Bruce Wayne c'est Batman, qu'il y a des subtilités dans son jeu que je trouve vraiment fabuleuses, parce que c'est pas évident à faire. Hein. Ah ouais, c'est vraiment pas évident de faire exister ce personnage-là. Oh, un baiser sous le gui. Vous savez, ça peut être mortel de manger du gui. Un baiser aussi, ça peut être mortel. Si on y met son cœur. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il va encore falloir qu'on se batte? Sortons, Céline. C'est un festival de Tim Burton. Le Tim Burton que j'aime, parce que moi, le Tim Burton post-année 2000 ne m'intéresse plus, en fait. Quasiment plus, à part Frankenweenie et d'autres trucs comme ça. J'ai beaucoup plus de mal. Mais là il a une sorte Dark Shadow, c'est pas mal. Ah, il faudrait que je le voie. Celui-là, je l'ai un peu négligé, j'avais pas envie de le voir et tout ça. C'est sympa. Ouais, c'est un des moins, c'est un des moins mauvais. Ouais. Mais franchement, de Beetlejuice à Sleepy Hollow, globalement, on va dire que c'est quasi un sans faute, ou alors avec des belles perles, quoi. Édouard aux mains d'argent, Ed Wood, Beetlejuice, Batman 1, Batman 2, pour moi surtout. Et moi, je suis d'accord avec Tim pour le coup, pour dire que je préfère le deuxième au premier, ce qui est assez rare en fait, hein, parce qu'il a une vraie personnalité, il se détache du modèle, même si j'aime beaucoup le premier Batman, voilà, pour plein de raisons, à la fois à l'intérieur du film et à l'extérieur du film. Mais vraiment le Batman le défi, moi je trouve que c'est génial. C'est pas forcément le film que je mettrais à Noël, hein, pour revenir un peu à notre débat, mais j'y ai pensé à un moment donné en cogitant, quand on s'est dit tiens, quel film qui se déroule à Noël on pourrait faire. J'ai d'abord pensé à Édouard aux mains d'argent, j'avoue, mais j'ai tenu à faire plutôt Batman le défi, qui est un peu moins cité, on va dire, qui est un peu moins... Voilà, Édouard aux mains d'argent, je pense que beaucoup de gens ont déjà fait leur affaire sur plein de podcasts, et il y avait peut-être un peu plus de place pour Batman le défi. Mais bon, pour moi, ils sont chers à mon cœur, voilà. Je ne sais pas pour toi, Miss Kitty, mais moi, je me sens tellement plus miaou. Vous pouvez toujours nous retrouver sur tous les meilleurs sites de podcast. Vous pouvez nous trouver sur YouTube et sur notre site retouralécran.fr. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et des bonnes fêtes de fin d'année. Et nous vous retrouvons en 2022. Salut les gars. Bon, salut les gars, à bientôt, hein, on se retrouve très vite. Ouais, à 2022. Salut messieurs et un joyeux Noël à tous. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.